écouté Bruce Hornsby and the Range dans The Way It Is et nous avons le plaisir de recevoir pour vous Walid Amri, poète, qui est l'auteur de 5 ouvrages, Poèmes en liberté, Sud alterne suivi de la Louve Lové, Sol, Parole Silex et le tout dernier Sud exudant. Nous allons laisser les 5 recueils qui sont devant moi de côté et nous allons parler du 6e recueil que vous avez choisi de faire précéder par un essai. Et dans cet essai, vous essayez de réfléchir sur les ponts qui existent entre les arts, la religion et les sciences. Bonjour Walid. Bonjour Hatem, bonjour à tous les auditeurs et merci pour cette charmante invitation. En effet, donc en fait, le 6e recueil qui s'intitule Poème fractal est sous presse actuellement, il va sortir bientôt dans un mois. En fait, j'ai bien aimé mélanger un peu les genres, parler de poésie et d'essai. Et en fait, la première partie du recueil, c'est un essai un peu philosophique, c'est je dirais une tentative d'essai. En fait, j'essaye justement d'établir un peu le parallèle entre l'art, la science et la foi et la religion. Et j'ai trouvé ça très intéressant en fait en lisant des poèmes soufis, mystiques. J'ai réellement trouvé qu'il y avait beaucoup de parallèles justement dans ces poèmes. Et en fait c'est une belle fable d'aujourd'hui de voir que finalement tous ces domaines qui sont apparemment opposés, la science, l'art et la religion, finalement trouvent un certain dénominateur commun. Et bien entendu, on parle de Rumi, on parle de Ibn Arabi, on parle de Raba al-Adawiya. C'était des hommes de foi, c'était des hommes de science aussi, c'était aussi des artistes. Et donc je pense que c'est une très belle image. Tout à fait. Et alors, il est très intéressant de comparer cette image avec l'homme de la Renaissance européenne. Car si l'on prend les noms que vous venez de citer, ils sont à la fois des érudits, des poètes et des artistes, comme vous le soulignez d'ailleurs. Exactement. En fait, je suis un peu allé un peu plus loin que la Renaissance et en fait, poème fractal fait allusion aux fractales qui sont des figures géométriques qui ont été développées par Benoît Mandelbrot qui est un mathématicien français et qui a été développé dans les années 50 en fait. Et les fractales ne sont que la représentation par ordinateur de figures géométriques répétées à l'infini. Donc en fait, il a pris des équations et il les a mis sur ordinateur et ça a sorti des fractales qui sont très belles. Et finalement, il a réellement aussi dit, tiens, la science est belle. Et finalement, traduire des figures mathématiques qui sont réellement figées et les mettre sur un ordinateur, ça fait des figures élégantes, belles, aux couleurs chatoyantes. Et c'est un petit peu ça qui m'a un peu mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, tiens, ça serait bien de finalement faire ce parallèle. Et surtout, nous vivons aujourd'hui dans un monde où tout est compartimenté, tout est isolé. On ramène tout à une certaine utilité. Si c'est pas utile, on n'en veut pas. Et finalement, cette image m'a paru intéressante aujourd'hui. Tout à fait. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous situez votre poésie entre les équateurs, les cimes, les pôles, les frontières, le sud, celui qui est en liberté, ce qui est en train de labourer les champs de la parole. Et en fait, vous êtes dans une parole très lapidaire. C'est une poésie qui a une économie verbale très travaillée, il faut le dire. Oui, je dirais que c'est un petit peu une poésie organique. C'est une poésie, moi en fait dès le début j'ai réellement écrit selon le style du vers libre, que je trouve magnifique. Il est vrai que le vers compté, rimé, me fait un petit peu penser à une certaine mathématique, à une certaine comptabilité de la poésie. J'ai un petit peu voulu m'éloigner de ça et je pense que tous les poètes qui ont écrit dans ce style-là ont justement cherché cette liberté dans l'écriture. Il y a une éventuelle métamorphose du sens parce qu'on se défait des règles de sémantique, de la syntaxe. Il n'y a plus aucune règle en fait, on est complètement libre. Et le vers devient finalement, n'est plus vers, devient peinture, sculpture, photographie, musique. Et finalement, oui, alors pour revenir à ce que vous disiez, le nord et le sud, oui, j'ai
essentiellement j'ai écrit sur le clivage nord-sud et cette opposition que je rejette finalement. Nous faisons partie tous de la même planète et c'est en fait une danse. J'aime beaucoup voir ça comme une danse. Alors bon, en fait qui est le Nord? Le Nord c'est un petit peu l'Europe, la civilisation gréco-latine, ce sont les États-Unis, et le Sud, dans mon Sud à moi, je mets tout ce qui n'est pas le Nord finalement. Donc bon, c'est vrai que ça englobe beaucoup de choses, ça englobe la civilisation arabo-musulmane, ça englobe aussi l'Asie. Et je trouve que le Sud actuellement aujourd'hui, au-delà des printemps arabes, bon certains fonctionnent, d'autres pas du tout, mais je vois qu'en Tunisie c'est une situation très positive et je suis très optimiste. Mais au-delà des printemps arabes, on voit des pays d'Asie comme l'Inde, comme la Chine, comme l'Indonésie qui sont en plein éveil. Donc je vois réellement un éveil du Sud par rapport au Nord, un Nord qui est en proie à une crise identitaire, un Nord qui est en proie à plusieurs désenchantements. C'est vrai que la Déclaration universelle des droits de l'homme est venue du Nord, mais aujourd'hui elle n'est plus appliquée par le Nord, puisqu'il rejette les immigrants, puisque le Nord vote Trump, qui est finalement contre toute tolérance et acceptation des étrangers. Donc on sent un malaise. Ce malaise n'est pas uniquement dans le Nord, il est aussi dans le Sud. Nous avons aussi une crise identitaire dans le Sud, un certain désenchantement. On a une grande crise identitaire par rapport à la religion. Dans le Sud, il y a une certaine instrumentalisation de la religion. Donc c'est une poésie militante, c'est une poésie qui justement voit que le point commun entre le Nord et le Sud, c'est éventuellement un certain nihilisme du Nord et du Sud, que l'être a un petit peu perdu cette spiritualité. Tout est maintenant orienté vers le matériel, vers l'utile, vers un petit peu l'ego. Et cette poésie est basée sur les ponts, est basée sur le rapprochement entre les sphères, entre les pôles, est basé sur, c'est un petit peu une danse, une main tendue, pas forcément du sud vers le nord ou du nord vers le sud, mais un petit peu mutuellement. Tout à fait. Et vous semblez induire dans votre poésie, et c'est un point très intéressant, que Picasso, Artaud, Michaud, Saint-Jean-de-Perse sont des sémaphores du sud dans le nord, ou des ponts jetés entre le nord et le sud. C'est tout à fait induit dans votre poésie. Absolument. Le fait en plus que je m'exprime en langue française, est aussi un autre point. Je suis résolument un homme du Sud, je suis né dans le Sud, ma mère est libanaise, mon père est tunisien, j'ai vécu entre Tunis, Béja, Beyrouth, je vis à Dubaï actuellement, donc je suis un homme du Sud, et réellement j'ai été en fait la culture française m'a beaucoup impressionné, intéressé, et donc j'ai suivi mon cursus en français, mais bien entendu j'étais proche de mes racines toujours, et aussi, mais donc je trouve que c'est une belle image que de parler du Sud dans une langue du Nord, et c'est ça un petit peu, c'est un petit peu mon approche. Hein, tout à fait. Alors je vais vous ramener vers le passé. Vous avez été à un moment donné de votre carrière, de votre vie estudiantine, président de l'AESEC, et souvent nous recevons des jeunes de cette association au micro de RTCI. Qu'est-ce que vous avez gardé, le PEPS de cette période? Vous êtes actuellement un diplômé de l'école supérieure de commerce, vous travaillez à Dubaï, dans une institution financière, mais vous êtes resté tenaillé, lié à la poésie. Oui, en fait, bon, l'AESEC, c'est clairement, j'ai passé 5 années dans cette association magnifique. J'ai pratiquement appris la vie à l'AESEC. C'est là où j'ai appris l'anglais, c'est là où j'ai appris à interagir avec mes proches, avec autrui, avec les autres. C'est là où j'ai réellement eu une passion pour le travail communautaire, le travail en groupe, l'esprit d'équipe, un certain leadership, d'essayer d'influencer, de conduire, d'écouter, de parler. J'ai réellement passé vraiment 5 années formidables, et oui, ça a été un petit peu pour moi la fenêtre sur le monde. Grâce à l'AESEC, c'est grâce à l'AESEC que j'ai pu aller à Dubaï, que j'ai pu réellement avoir une carrière internationale. Et finalement, pour les jeunes d'aujourd'hui, s'il y avait une recommandation, c'est adhérer à l'action bénévole. Absolument. Adhérer à l'action bénévole, adhérer aux associations, faites partie de l'association. C'est clairement, justement, je parlais de ça, on ne voit pas les résultats quantifiés sur le court terme. C'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail extrêmement positif qui, moi, m'a servi. Et j'ai énormément d'exemples d'amis qui ont transité par le tissu associatif, et ça a été un tremplin pour eux. Tout à fait. Alors on me fait penser à un vers de Lucrèce dans lequel il dit en substance qu'il est doux de regarder le bateau
dans la tempête lorsqu'on est soi-même sur le rivage. Et par cela, il veut induire que l'homme d'action a parfois besoin de contemplation. Est-ce que vous assumez les deux, l'action, le travail, la charge professionnelle et la contemplation poétique? Oui, en fait, j'ai une carrière de banquier. C'est un travail assez routinier, administratif. Et oui, en fait, je ressens pendant la journée cette tension, ce stress, qui est positif aussi. Hein. Un petit peu cette envie de travailler, cette envie finalement d'atteindre ses objectifs, d'interagir avec tous les acteurs autour de soi. Et réellement, ça donne du courage, ça donne une certaine énergie, mais on fatigue à la fin de la journée. C'est là où je retrouve le monde des mots, c'est là où je retrouve la poésie, où je médite, où réellement j'ai le temps de flâner, j'ai le temps réellement de me ressourcer, parce que c'est un petit peu mon oxygène, tous ces mots. Donc oui, c'est un petit peu la même banque, mais c'est la banque des mots, je dirais, le soir. Et vous travaillez beaucoup le soir, donc? Exactement, je travaille très tard le soir, je dors très très tard, donc j'arrive souvent en retard au bureau, mais voilà, je n'y peux rien. Très bien, donc 5 recueils de poésie, à commencer par Poème en liberté. Est-ce que vous reniez Poème en liberté? Est-ce que c'est toujours la même veine? Non, pas du tout. Je dirais en fait, si mon parcours est celui du cri, en fait je dirais que c'est une poésie du cri. Un cri parfois silencieux, un cri de mots finalement, et ce cri a commencé avec Poème en liberté. Le premier cri de l'homme, je pense, c'est le cri de la liberté. Et donc c'est cette valeur-là que j'évoque dans Poème en liberté. C'est un cri d'existence, c'est un cri de naissance. Bon, moi je l'ai fait à 20 ans. Mais c'est un petit peu ma naissance dans la poésie, ma petite naissance, je dirais, dans la poésie, en toute humilité. Donc ce cri s'est propagé à travers les recueils et a aujourd'hui peut-être atteint un stade de poème fractal, mais je me souviens bien sûr du premier cri, c'est mon cri originel. Tout à fait. Alors vous êtes publié chez l'Harmattan dans le cadre de la collection Poètes des 5 continents, et là il y a effectivement énormément de plumes, qu'elles soient confirmées comme vous ou bien qu'elles soient encore balbutiantes, et il y a aussi des textes qui sont très divers dans cette collection. Absolument. En fait, je voudrais en profiter pour saluer les éditions L'Harmattan qui m'ont encouragé dès les premiers textes. En fait, je leur ai soumis le manuscrit, et je pense que c'est une des rares maisons d'édition actuellement dans le monde de la francophonie, je dirais, qui encore publie des poèmes. Beaucoup de grandes maisons ne publient que des auteurs consacrés, et donc justement ça, je pense que c'est vraiment dangereux de publier que des auteurs consacrés, puisque c'est un petit peu la mort de la poésie, puisque bon, ces auteurs-là un jour vont s'en aller. Donc les générations futures sont encouragées par des éditeurs comme l'Harmattan, et ils sont vraiment très ouverts. Une des collections d'ailleurs est intitulée Espace expérimental, donc ils sont dans l'expérimentation résolument. Moi en fait j'écris, voilà, vous l'avez dit, c'est un essai, ce sont des poèmes, parfois c'est de la prose, du vers libre, un petit peu un mélange des genres, et c'est ça, je pense, ce que j'aime en la poésie. Très bien. Alors, il y a quelques années, on me demandait de suggérer à un jeune lecteur des ouvrages de poésie, et puis j'avais répondu 3 ouvrages. Je vous demanderai à vous aussi de nous donner vos 3 choix. Je rappellerai les miens. Il s'agissait du Prophète de Khalil Gibran, il s'agissait d'Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, et puis des Mu'allaqat, des odes anti-islamiques de la poésie arabe. Tel était mon choix, mais je suis certain que votre choix est totalement différent. Oui, alors comme ça, je vous dirais un incontournable, Rumi. Moi je pense que Masnavi de Rumi, bon, c'est un pavé, mais c'est un incontournable de la poésie soufie, je le recommande. Un de mes préférés, c'est aussi Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal. En fait, je me suis beaucoup inspiré de lui dans mon recueil Paroles Silex. Le 3e recueil, je pense à Laurent Gaspard, et je pense à Sol Absolu, que je trouve magnifique. Très bien. Walid Amri, merci beaucoup pour cette visite brève mais intense, et je vous souhaite plein succès pour votre 6e recueil de poésie. Vos 5 premiers recueils s'intitulent Poème en liberté, Sud alterne, Sol, Paroles Silex et Sud exudant. Ils sont tous parus dans la collection Poètes des 5 continents chez l'Harmattan. Excellente journée à vous à l'écoute des programmes de RTCI. Merci beaucoup, Hatem, merci à tous. À très bientôt. Retrouvez l'entretien avec Walid Amri sur notre site rtci.tn et sur notre page
Facebook dans quelques minutes. Il est 13h21 sur Radio Tunis, chaîne internationale à 13h30. Rendez-vous avec Slahaddin Bembar pour l'édition complète du journal de la rédaction à mi-journée.